Donc allez, c'est parti. Donc on va parler un petit peu de biodiversité en ville. Première chose, quand on parle de biodiversité en ville, bien sûr, il faut penser au végétal. Sans végétal, on n'aura pas grand-chose. C'est vraiment le support du coup de la biodiversité dans les milieux terrestres. Et notamment, c'est ce qui va faire en ville si on a beaucoup de diversité ou pas. C'est tout simplement est-ce qu'on a beaucoup de végétaux ou pas. Voilà. Donc avant de partir un petit peu sur justement quelles plantes, quoi, etc. Je voulais vous rappeler, comme j'avais fait la dernière fois, je crois, avec un schéma un petit peu à l'arrache sur le tableau, mais cette fois-ci avec des images, ce que c'est qu'une trame verte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux à qui j'avais parlé un petit peu, mais je crois que oui, parce qu'il y en a qui m'ont parlé des pas japonais, tout ça. Globalement, quand on essaie de mettre de la nature en ville, on essaye entre autres d'essayer de reconnecter les différents espaces de nature à travers ces barrières qu'on a créées aujourd'hui, que sont ces villes bétonnées, goudronnées, avec des bâtiments, etc., et qui sont finalement complètement imperméables à cette nature, à cette diversité. Donc d'essayer de mettre de la nature en ville, ça va être perméabiliser tous ces espaces pour permettre aussi à la nature non seulement de venir en ville, mais aussi de traverser les villes. Et ça, c'est vraiment une notion hyper importante, c'est un enjeu extrêmement important, et c'est ce qu'on appelle les trames vertes. Alors vous avez pareil pour l'eau, les trames bleues, vous avez la trame noire, dont vous avez déjà entendu parler, j'imagine ? Non ? Trame noire, c'est pollution lumineuse. Pareil, on s'est rendu compte que la lumière, pour pas mal de bestioles, c'est une barrière, aussi physique que si c'était un mur. Donc il y a toutes ces questions-là d'essayer de ne pas laisser allumer toutes les lumières pour tout et pour n'importe quoi jusqu'à n'importe quelle heure, pour permettre à cette nature de se déplacer. Plus récemment, peut-être, on parle de trame brune. Je ne sais pas si ça vous sonne ou pas. Trame brune, c'est les sols. On se rend compte, c'est pareil. Dans le sol, il y a peut-être la plus grande masse de vie sur la planète. Elle est essentiellement du coup dans le sol, dans la terre. C'est ce qui permet au sol d'ailleurs d'être vivant et puis après d'avoir des plantes, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que de la même manière, on est en train de déconnecter du coup les espaces de nature, les espaces d'eau, mais on est aussi en train de déconnecter le sol. Ce qui va créer du coup des gros soucis, notamment des espaces désertiques en zone urbaine. On en parlera tout à l'heure quand on parlera de l'ambroisie. Mais c'est un autre gros enjeu que de reconnecter le sol. Et on peut le voir notamment à travers les projets pour ceux qui bossent sur les pieds d'arbres, etc. Quand on travaille sur un petit îlot, sur un pied d'arbre, au final c'est un petit puits de terre, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, parce que justement pas connecté au reste du sol, et donc c'est un petit peu compliqué de le maintenir vivant. On en parlera un petit peu plus tard. Nous, ce qui va nous intéresser du coup ce soir, ça va essentiellement plutôt être la trame verte, donc les plantes. Alors c'est bien beau d'avoir des plantes, vous allez entendre parler souvent de cette notion de trame, donc c'est pour ça que je vais vous l'expliciter un petit peu. Une trame, c'est premièrement constitué de réservoirs. Alors les réservoirs, c'est tout simplement des espaces de nature où les bestioles, ou les plantes, les êtres vivants, trouvent le nécessaire pour survivre. C'est-à-dire globalement manger, se reproduire, nicher. Ok ? Alors c'est bien joli d'avoir des parcs urbains où on va avoir un petit peu ces espaces-là. Voilà, ça ne suffit pas en soi. Quel est le problème si on n'a que des réservoirs ? C'est pas connecté et donc consanguinité. Du coup, on va isoler des populations. Les populations, elles n'ont pas d'autre choix que de se reproduire entre elles. Voilà, je vais pas vous rappeler ce qui s'est passé avec nos rois de France à l'époque. C'est un peu le même principe, la consanguinité. Regardez les beaux tableaux des rois de France de l'époque. Ça fait des trucs un peu déformés dans tous les sens. Voilà, même principe. Si on laisse des trucs se reproduire toujours entre eux, au bout d'un moment, ça dégénère. Ok ? Donc, il va falloir les connecter. Alors, dans l'idéal, ce qui serait le top du top, ça serait de réussir à reconnecter du coup ces espaces-là avec des corridors linéaires, c'est-à-dire on crée un gros espace de nature qui passe d'un réservoir à l'autre, et c'est génial, n'importe quelle bestiole peut passer du coup, que ce soit une bestiole qui marche, une bestiole qui vole, une bestiole qui saute, tant que le corridor est linéaire, n'importe qui peut passer. Alors vous aurez bien compris qu'en ville c'est un petit peu compliqué. On va pas dire maintenant on va raser cette ligne de bâtiment, quand on fait une trame verte, etc. Ça marche pas. Alors ça peut marcher, on l'a eu fait il y a quelques années, notamment dans près du parc Champs-Verts, dans le 9e arrondissement, où on a réutilisé du coup une ancienne voie de chemin de fer. Donc là c'est nickel, on a déjà notre linéaire qui traverse. Voilà, et là du coup c'est juste travailler sur renaturaliser ce linéaire qui est plus utilisé. Voilà, malheureusement des aubaines comme ça, il n'y en a pas beaucoup en ville. Donc on va pas pouvoir trop travailler sur ces espaces linéaires. Par contre, on peut travailler sur différents types de corridors. Alors déjà, les corridors de type paysager. Alors ça, c'est le principe un petit peu des zones pavillonnaires. On va avoir plein de maisons avec des jardins qui sont collés les unes aux autres, ou des bâtiments avec un petit espace de jardin, etc., etc.
Sauf qu'aujourd'hui, quand on voit de quelle manière ils sont gérés ces jardins-là, on va souvent avoir des jardins qui sont emmurés, de béton, etc. On veut tous être bien protégés, à l'abri derrière nos murs. Voilà. Alors si vous faites un petit trou dans le béton pour laisser passer des petites bestioles, vous resterez quand même à l'abri du coup dans votre jardin, mais ça permettra quand même à une biodiversité de pouvoir circuler. Et ça, c'est extrêmement important. Donc c'est pareil, si vous avez des grillages, des trucs comme ça qui séparent, de faire juste un petit trou dans le grillage pour laisser passer les bestioles, rien que ça peut avoir un impact extrêmement important. Notamment pour toutes les bestioles qui ne peuvent pas se déplacer autrement qu'en marchant. Nous, au niveau des insectes, on va plutôt être sur des insectes, des bestioles qui volent, qui se déplacent plus facilement. C'est le cas aussi des oiseaux par exemple. Et dans ce cas-là, on peut aussi réfléchir à des corridors qu'on appelle les corridors en pas japonais. C'est-à-dire qu'au final, même si on n'arrive pas à avoir ces espaces continus où les bestioles peuvent passer, si on arrive déjà à avoir quelques petits îlots de manière régulière, un petit peu partout, où on a des petits coins de nature, ça permet déjà à toute une partie de la biodiversité de pouvoir se déplacer d'un réservoir à l'autre. Donc quand on parle de trame verte, en fait on parle de tout ça. On parle de réfléchir à comment réaménager, renaturaliser des espaces de nature où les bestioles peuvent rester et comment est-ce qu'on peut créer tout ce type de connexion pour que du coup la nature puisse de nouveau pénétrer en ville. C'est bon? C'est clair ou pas? Ouais. Alors il y a notamment des petits trucs qui existent déjà, notamment des trucs comme ça. Je sais que c'est la Frapna les vend, mais c'est pas la Frapna qui l'a inventé. Je crois que c'est une asso en Ardèche, je crois, qui s'appelle le Pivert ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est très ingénieux. Donc là, le principe, c'est juste de découper un petit bout de grillage et puis après, vous mettez ça. Alors, c'est calculé d'une manière intelligente pour que les hérissons ils puissent passer, mais pas les chats. Là, vous êtes tranquille. Vous avez le hérisson qui passe du coup dans vos jardins et pas les chats adultes, évidemment. Si vous avez des petits chats, eux, ils passent quand même. D'accord? Mais du coup, c'est pas mal. Alors, quand on parle de nature en ville, de quelle nature parle-t-on? Première chose, généralement, quand on est en ville, on parle d'espèces opportunistes. C'est pas une nature qui est très difficile. Il ne faut pas des conditions très particulières. En ville, c'est les bestioles qui font avec ce qu'elles ont, qui arrivent du coup à pénétrer en ville et à rester chez nous. Sauf exception. Alors des fois, on peut avoir des petits îlots bien particuliers. On ne sait pas pourquoi. Il y a un truc plutôt rare qui va venir s'installer. Voilà. Mais de manière générale, c'est quand même des bestioles plutôt communes. Ça va pas être des bestioles avec un gros enjeu patrimonial, qui sont en voie de disparition, etc. Mais mine de rien, aujourd'hui, toute la biodiversité est menacée, et même ces petites espèces communes, qui n'ont de communes aujourd'hui, je dirais plus que leur nom, parce que finalement, elles subissent aussi énormément du coup ce déclin de la biodiversité. Alors ici, notamment en espèces opportunistes, alors si on regarde un petit peu ce qu'on a vu dans les parcs, si on regarde les végétaux, voilà, globalement, on a tous des végétaux que vous avez plutôt l'habitude de voir, qu'on voit à peu près dans tous les espaces urbains, dans tous les espaces verts, un petit peu en friche, on va dire, qui sont plutôt des plantes qui ne sont pas difficiles, plutôt de sol pauvre, qui n'ont pas besoin de sol amendé. Voilà, certaines qui se plaisent un petit peu à l'ombre, mais une grande majorité quand même plutôt au milieu sec. Voilà. Alors certaines sont assez caractéristiques de certains types de sols. On peut regarder, je sais pas moi, si on regarde la carotte par exemple, il y en a pas mal en ville. Voilà, la carotte, elle, il faut que la graine, elle passe vraiment par un moment de sécheresse pour pouvoir pousser derrière. Donc du coup, elle se plaît bien dans les espaces où justement le sol va pas être arrosé. Les graines vont passer un petit moment au sec et puis après elles pourront germer. Ça va être une des conditions de germination. Voilà, vous avez des chardons. Alors pareil, on a vu dans les deux espaces qui ont été étudiés. Un chardon, c'est des décompactants du sol. Donc elles se plaisent bien, du coup le sol a été bien piétiné, bien compacté. C'est sûr qu'en ville, il y a du passage, il y a du monde qui passe. Donc du coup on trouve du coup pas mal de chardons. C'est pas mal de petites plantes comme ça qui sont assez indicatrices finalement d'un sol pauvre, piétiné, etc. Mais qui ont quand même un intérêt, voire même beaucoup d'intérêt pour les pollinisateurs. Alors on pourrait prendre, je sais pas moi, l'exemple comme le millepertuis. Voilà, je sais pas si vous êtes déjà amusé à regarder du coup les fleurs de millepertuis. Mais c'est vrai que quand c'est en fleurs, vous avez des milliers de bestioles dessus, notamment beaucoup de toutes petites abeilles, qu'on appelle les iléus, qui sont des toutes petites abeilles noires qui font 3-4 mm, qui ont un masque blanc sur la tête. Voilà, et qui elles du coup on les trouve énormément sur le millepertuis. Pareil, vous avez des silènes, alors moins que les autres plantes quand même, c'est des plantes qui sont quand même un petit peu plus fragiles on va dire. Voilà, mais les silènes qui sont très intéressantes notamment pour les papillons de nuit. Alors vous le voyez pas, voilà, mais quand il va y avoir du coup quand la nuit tombe, tous les papillons, les sphinx, ces trucs comme ça, qui sont des papillons qui sortent la nuit, eux vont aller justement chercher des silènes pour aller chercher du nectar. Si vous voulez en voir, vous pouvez aller au tomber de la nuit, prenez des lampes frontales, vous allez à côté de là où il y a des silènes et vous allez très souvent voir des sphinx. C'est des super beaux papillons en plus,
Ah, du coup, vous pouvez les voir butiner dessus. Pareil, le plantain, alors on voit pas mal de choses dessus, plutôt des petites abeilles. La mélisse, pareil, pas mal pour les pollinisateurs, notamment intéressant pour les abeilles. Voilà, toutes ces plantes-là, qui sont des plantes qui vont pousser de manière un peu spontanée, qui ne demandent pas d'entretien, parce qu'elles ont l'habitude d'être dans des sols qui ne sont pas du tout entretenus, voilà, et qui vont quand même apporter une manne intéressante de ressources, de nourriture pour la biodiversité. Autre notion importante par rapport à cette biodiversité, ben souvent on vous parle de nature désirable, de nature indésirable. Alors, je vous ai mis des petits exemples. Souvent, on va avoir des contradictions. Par exemple, on va avoir ce petit coléoptère-là qui s'appelle la cétoine dorée, que vous connaissez tous. Ce scarabée vert brillant qui est très joli. Alors les gens ils l'aiment pas trop, parce que du coup elle arrive dans les fleurs et puis après elle broute les fleurs. Donc elle va manger les étamines, les pistils, les pétales, elle va tout défoncer pendant qu'elle est en train de manger. Voilà, quoi qu'il en soit, elle va quand même contribuer pas mal à la pollinisation, vu qu'elle a l'abdomen au niveau de la face ventrale qui est couverte de poils. Donc, du coup il va prendre beaucoup de pollen. Et puis surtout ces larves ont un rôle extrêmement important dans la dégradation du compost. Donc c'est des gros mangeurs de matière végétale en décomposition. Donc les larves vont énormément contribuer dans la décomposition du sol et donc dans le recyclage, on va dire, du sol pour pouvoir l'alimenter de nouveau. Ok ? Vous êtes tous familiers avec ce gros ver blanc, non, dans vos composts comme ça ? Alors je pense que souvent il y en a qui le prennent pour une larve de hanneton. Ouais, et puis il y en a qui les tuent du coup. Ah, il faut pas, faut les garder, c'est vachement bien. De toute façon, dans vos composts, vous n'aurez pas de larves de hanneton. Les larves de hanneton, ça mange des racines de plantes vivantes. Dans le compost, vous n'avez pas de racines de plantes vivantes. Donc, si vous avez un gros ver blanc du coup dans votre compost, c'est forcément un décomposeur de matière organique. Ok ? Pour les différencier, c'est hyper simple. Il suffit de réfléchir à leur régime alimentaire. La larve de cétoine, c'est un truc qui vit dans sa nourriture. Donc c'est un gros truc bien dodu avec une petite tête parce que le compost c'est déjà tout mou. Il mâche facilement ce qu'il y a à manger et puis il est tout dodu parce qu'il mange beaucoup. Voilà, vous regardez la larve de hanneton. Elle pour le coup, il faut qu'elle aille manger des racines de plantes vivantes. Je sais pas si vous avez déjà mangé des racines de plantes, mais certainement. Parce que vous avez déjà mangé des carottes et des trucs comme ça. Donc ça reste des racines de plantes. Quoi qu'il en soit, c'est bien coriace. Donc là pour le coup, pour manger, vous avez intérêt à avoir une grosse paire de mandibules bien costauds pour bien mâcher tout ça. Et il y a beaucoup moins de nourriture. Donc du coup, c'est des vers blancs qui ont plutôt une grosse tête avec des grosses mandibules et un corps qui sera du coup plus fin. Donc du coup, si vous comprenez la biologie de la bestiole, au final, c'est très facile de les reconnaître. Pour faire simple, comme je dis souvent, la larve de cétoine, c'est petite tête, gros cul. Voilà, et la larve de hanneton, c'est grosse tête et petit cul, quoi. Voilà, mais c'est un bon moyen de différencier. Pareil, dans les bestioles désirables, indésirables, on est tous très contents de voir des papillons. Voilà, par contre, on ne veut pas les chenilles. Alors il y a un moment, faut arrêter quoi. Il y a un moment, soit on veut les papillons, mais faut accepter les chenilles. Voilà, soit on veut pas de papillons, et dans ce cas-là, on flingue toutes les chenilles. D'accord ? Là, vous avez deux papillons qui sont quand même très communs dans les jardins et en ville. Le vulcain et le pan du jour. Bon, là, en l'occurrence, ils mangent des feuilles d'ortie. Donc, c'est pas ça qui va vraiment vous déranger dans votre jardin. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut accepter quoi. Il va y avoir du dégât sur certaines plantes. Mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est la nature. Ces bestioles-là, elles sont là aussi pour une raison. Elles vont contrôler du coup les plantes qui pullulent. Ça permet du coup à d'autres plantes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir pousser. Mine de rien, même toutes ces bestioles-là qui vont manger d'autres bestioles, manger des plantes, etc., elles vont contribuer à leur manière à une plus grande diversité, à une plus grande biodiversité. Donc il faut l'accepter. Ok ? Autre bestiole où souvent les gens ils aiment pas, c'est ces petites mouches jaunes et noires qui font du surplace là. Alors ça énerve les gens, ils tapent dessus, etc. En plus c'est jaune et noir, donc ça fait peur. Voilà, les cirfes, voilà, donc c'est des mouches, c'est pas des guêpes, c'est pas des abeilles, ça fait rien. Voilà, les gens ils les aiment pas trop. Ce qu'ils savent pas, c'est que la larve de cirfe, c'est un des principaux prédateurs de pucerons. C'est extrêmement efficace contre les pucerons. Voilà, donc en plus ces bestioles-là, ça pique pas, ça a juste le côté jaune et noir, donc cette couleur aposématique, je donne le mot pour briller en société. Jaune et noir, rouge et noir, ce qu'on appelle les couleurs aposématiques. Donc c'est les couleurs qui signalent le danger. C'est vrai que souvent quand on voit un truc jaune et noir, rouge et noir, soit ça pique, soit c'est toxique. Prenez l'exemple de la coccinelle. Je sais pas si vous êtes déjà amusé à secouer une coccinelle dans votre main. Je suis le seul sadique en fait dans le... Alors quand vous la secouez dans votre main, si vous faites l'expérience, vous allez avoir du coup un petit liquide orange dans la main. Ah, je suis pas le seul sadique, merci. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Voilà. Alors ce liquide-là, il est extrêmement caustique. Donc ça veut dire que si jamais il y a une bestiole qui le mange, ça lui fait une grosse brûlure, une grosse décharge chimique au niveau de la langue. Donc ne mangez pas des coccinelles, c'est pas une bonne idée. Voilà. Et du coup la bestiole, quand elle a mangé une coccinelle, dès qu'elle voit un truc rouge et noir derrière, elle le mange plus quoi. Alors il y en a une qui se sacrifie, voilà, mais du coup pour les autres sont tranquilles. Ok, là en l'occurrence, celle-là elle fait rien, cette bestiole-là, le cirfe,
Elle mime juste les couleurs de la guêpe pour être tranquille, hein, mais c'est une bestiole qui est complètement inoffensive. Autre notion qui est importante du coup à avoir en ville, et on en parlera notamment tout à l'heure quand on parlera de végétalisation, c'est la notion du coup de nature sauvage, voilà, par rapport à tout ce qui est domestique horticole. Ok ? Vous, quand vous allez voir des fleurs, très souvent dans les jardins, vous allez voir ça, voilà, ou dans les villes. Alors c'est chouette, hein, il y a plein de couleurs, voilà, sauf que ça sert strictement à rien pour la nature, quoi. Ah, c'est des plantes qui sont modifiées, sélectionnées, à un tel point que des fois il n'y a même plus de fleurs. Hein, vous prenez l'exemple de l'hortensia, voilà, ça c'est pas des fleurs en fait. Hein. Voilà, ça c'est des plantes, au début quand vous voyez les hortensias qui ne sont pas modifiées, bon, qui viennent pas de chez nous, donc de toute façon ils n'ont rien à faire là, mais bon, si vous regardez un hortensia qui n'est pas modifié, ça fait des trucs colorés comme ça, sur une petite auréole autour. Voilà, alors ça c'est pas la fleur, c'est une partie à la base de la fleur, c'est le stipule je crois, ou le ligule, je sais plus, qui est modifié. Voilà, qui fait un truc coloré, et puis après au centre vous avez plein de toutes petites fleurs, voilà, qui ne sont pas très jolies, mais qui sont pleines de nectar et de pollen. Voilà. Et là nous, Homo sapiens sapiens, on est arrivé, on a fait nous, on veut des bouboules colorées. Voilà, donc on a sélectionné à bloc, voilà, on a viré toutes les fleurs pour avoir des grosses bouboules colorées où il n'y a plus de fleurs. Voilà, donc l'hortensia, c'est une plante à fleurs desquelles on a enlevé les fleurs. Voilà, donc du coup, c'est vachement intéressant pour les bestioles qui mangent les fleurs, quoi. Ah, ça sert strictement à rien. Hein, vous mettriez des plantes en plastique, ça serait pareil pour les pollinisateurs. Ok ? Pareil, toutes ces fleurs qui sont ultra modifiées, l'œillet, les pétunias, etc. etc. Hein, autant de choses qui serviront à rien. Alors déjà, c'est des plantes qui ont été sélectionnées depuis des dizaines, voire des centaines d'années maintenant, pour des critères purement esthétiques, donc pour des couleurs. Hein, des couleurs qui nous plaisent à nous, pas du tout des couleurs qui plaisent aux bestioles. Donc il y a une grosse partie où les bestioles ne les voient même pas, donc ils ne peuvent pas y aller. Voilà. Et combien même ils arriveraient à les voir, il faut bien se dire que cette sélection qu'on a fait pour des couleurs, elle ne va pas du tout induire que le pollen et que le nectar, s'il en reste, soient intéressants pour les bestioles. Ah non, du coup c'est pareil, c'est des plantes qui ne servent plus à rien pour la nature, pour la biodiversité. Prenez l'exemple des géraniums, enfin ce que vous appelez les géraniums, donc les pélargoniums. Hein, c'est pareil, ça ne sert à rien, quoi. Voilà, c'est des plantes déjà qui viennent d'Afrique du Sud, donc elles n'ont rien à faire là. Mais en plus tellement modifié qu'il n'y a plus de nectar et plus de pollen. Hein, donc je vous mets au défi de trouver un insecte sur une fleur de géranium. Alors sur les feuilles, vous allez trouver, vous allez trouver du coup la chenille du petit brin du pélargonium, qui est un papillon qui vient d'Afrique du Sud. Ah oui, il a tout compris. Hein, il arrive ici, il y a plein de géranium partout. Alors, il n'a pas de prédateurs du coup, vu que ses prédateurs ils sont restés chez lui. Alors, donc du coup il est tranquille. Mais mis à part ça, c'est pas tous les géraniums, les petits géraniums herbarobers. je parle des pélargoniums, ce que les gens appellent les géraniums, mais qui sont en fait des pélargoniums. Voilà, les vrais géraniums, voilà, l'herbe à Robert, le géranium macrorhizome, etc. Ceux-là sont intéressants pour la nature. Voilà, il y a beaucoup de pollinisateurs dessus, et notamment c'est pas mal parce qu'il y en a pas mal qui sont notamment le macrorhizome et d'autres sont des plantes du coup en plus qui peuvent pousser à l'ombre. Et il n'y en a pas tant que ça chez nous, hein, des fleurs qui poussent à l'ombre. Ah donc du coup c'est assez intéressant pour les bestioles. On en trouve d'ailleurs sur le site d'Angleterre. Ouais, c'est pas étonnant, mais à l'ombre du coup j'imagine, parce que c'est une plante du coup qui pousse à l'ombre. Ouais. Voilà, donc tout ça c'est bien joli, hein, mais quand on parle de biodiversité en ville, ça c'est vraiment à proscrire, quoi. Ah, c'est vraiment, je vous dis, c'est du plastique, hein. Pour la nature ça sert strictement à rien. Ok, donc quand on pense à la nature en ville, on pense fleurissement, mais un fleurissement intelligent. Et on peut faire des choses très jolies avec des plantes indigènes qui ne sont pas modifiées, etc. etc. Ok ? D'ailleurs, en parlant de plantes indigènes, autre notion qui est importante quand on parle du coup de nature en ville, on va vous parler de nature indigène ou de nature exotique. Indigène, c'est bon, ça parle à tout le monde. Indigène, ça veut dire qu'il vit naturellement chez nous, hein, donc qui est là de manière naturelle, et exotique ou exogène, c'est des choses du coup qui viennent d'autre part et qui sont trouvées dans un milieu. On va donner 4 exemples qui sont bien présents du coup ici à Vénissieux. Voilà, vous en connaissez certainement quelques-uns. Non, ça vous connaissez ? C'est un asiatique. Alors on la reconnaît assez facilement. Si vous voyez ici, là, au niveau de la pièce blanche qui est juste derrière la tête, on a une sorte de M. Voilà, donc ça c'est caractéristique dans les 3 formes de coccinelle asiatique que vous allez voir. Elle a 3 formes très courantes. Une forme qui est noire avec 2 points rouges, une forme qui est tout orange, et puis une forme qui est orange avec plein de points comme ça. C'est tout la même espèce, c'est juste des formes différentes. Ouais, mais tous les trucs qui ont un sigle comme ça avec un M, généralement c'est pas bon. Voilà, c'est à proscrire. Voilà, c'est le cas de la coccinelle asiatique. Pourquoi est-ce que du coup elle pose des problèmes chez nous ? Ouais, alors en fait, c'est nous qui c'est encore une fois Homo sapiens sapiens, hein, dans toute sa splendeur. Voilà, qui s'est dit,
Ah, voilà une grosse coccinelle avec des grosses larves, c'est chouette, elle mange vachement plus de pucerons que les nôtres. Hein, je vous rappelle, on a une centaine d'espèces de coccinelles chez nous, hein, donc on n'avait pas besoin de la coccinelle asiatique pour manger des pucerons. Voilà, mais on s'est dit, ah bah de toute façon à l'étranger ils font des trucs, c'est encore mieux, c'est plus gros, ça mange plus de pucerons, etc., etc. Et donc du coup on les a massivement importés en agriculture pour essayer de lutter contre les pucerons et d'autres petites bestioles. Okay. Manque de bol, on s'est rendu compte que les larves de ces coccinelles mangent aussi les larves des coccinelles de chez nous. Hein, et donc aujourd'hui c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous prenez une coccinelle, notamment en ville, vous avez 9 chances sur 10 de tomber sur une coccinelle asiatique. Voilà, les autres déjà elles n'arrivent pas à suivre la concurrence qu'il y a des coccinelles asiatiques, et puis les larves se font manger du coup par les larves de coccinelles asiatiques. Hein, donc c'est un vrai problème. Alors tu peux la reconnaître en fait, elle se ressemble pas mal, hein, ça reste des larves de coccinelle, hein, donc ça reste des trucs, j'en ai pas amené en photo. Hein, vous voyez tous à quoi ça ressemble une larve de coccinelle ou pas? Non, ça ressemble pas du tout à une coccinelle en fait, hein. Ça ressemble à une sorte de petite chenille noire, hein, avec 6 petites pattes, une grosse tête, et souvent avec des petites taches oranges dessus. Voilà, chez la coccinelle de chez nous, la coccinelle à 7 points, ces taches oranges, elles sont vraiment au niveau on va dire au niveau de la peau, au niveau de l'exosquelette. Voilà, chez la coccinelle asiatique, c'est les picots qui sont oranges. Donc quand tu vois les trucs en picots, en orange, comme ça en relief, voilà, c'est les larves de cox asiatiques. Voilà. Après, j'ai envie de dire, il y a un moment où ces trucs-là, c'est là quoi, on pourra rien y faire. De toute façon, toutes ces bestioles-là, les 4 bestioles qui sont là, on ne pourra rien y faire. Elles sont là, on n'arrivera pas à s'en débarrasser. Ah, donc il y a un moment, il faut aussi arrêter de vouloir absolument intervenir, machin, etc. De toute façon, on peut rien y faire. Ok? Donc ça, c'est la coccinelle asiatique. Les autres, là, ça vous parle? Hein? Mais pourquoi faire? Ça sert à rien, de toute façon, elle sera toujours là, il y en aura toujours plein. Vous pouvez les tuer si vous voulez, hein, mais elle va quand même manger vos pucerons, quoi. Après, ça, c'est un vrai débat, on va dire, philosophique. Hein, mais... Bah oui, mais elle a rien demandé, elle, en fait. Hein. C'est nous qui l'avons amenée là, on l'a mise là, et puis de toute façon, maintenant, on n'arrivera pas à s'en débarrasser. Donc c'est pas parce que vous allez tuer 50 coccinelles dans votre jardin que ça va changer quoi que ce soit, quoi. Donc moi en tout cas je les tue pas. Voilà. Après chacun sa philosophie. Voilà, mais moi j'ai pas intérêt. De toute façon on ne pourra pas l'éradiquer, on ne pourra pas contenir ces populations. Donc voilà, il y a un moment où je pense qu'il faut être assez humble pour se dire on a beau être Homo sapiens sapiens, il y a des trucs ça nous échappe, et ben tant pis quoi, c'est loupé, on pourra pas faire grand chose. Il y en aura en tout cas beaucoup. Ouais. Et donc pour vous, le raisonnement est le même sur tout ce qui est par exemple des fois nettoyer un lac parce qu'il y a une espèce invasive ou... Parce que là, on va dire qu'il faut laisser aussi. Il y a des choses où on peut faire quelque chose, il y a des choses où on ne peut rien faire. Alors, ces 4 bestioles-là, c'est une cause perdue. On ne pourra rien faire. Voire même des fois, c'est contre-productif. Hein, regardez l'exemple du frelon asiatique qui est ici. Il y en a plein ici, hein. Il y en a dans toute la métropole, hein, on en voit de partout. D'accord? Alors, vous en avez tous vu pour du vrai ou pas des frelons asiatiques? Non. Alors, c'est pas comme les médias. Hein. Les médias, ils vous disent que c'est des trucs qui font 2,5 mètres, qui kidnappent les enfants dans les jardins, tout ça. Alors, pas du tout. Hein. C'est plutôt bien plus petit que le frelon de chez nous. Hein, on va dire les 2/3 de la taille, à peu près. Hein, donc, c'est la taille d'une autre, on va dire d'un gros poliste. Voilà. C'est justement du fait qu'elle est plus petite qu'elle va poser des problèmes dans la ruche, parce que vu qu'elle est plus petite, elle arrive à rentrer dans la ruche. Voilà, ce qui n'est pas le cas du frelon de chez nous. Hein, il est trop gros, il ne rentre pas dans la ruche. Il voudrait bien, il aimerait bien lui aussi. Hein. Si vous pouvez rentrer dans la ruche chercher du miel, ça lui irait bien. Voilà. Le frelon asiatique, vous allez surtout le reconnaître. Alors il a un petit masque un peu orange, il est plutôt foncé avec le bout de l'abdomen un petit peu orangé, mais surtout il a des bouts des pattes jaune fluo. Quand c'est vivant, mais c'est vraiment jaune fluo quoi. Alors, on ne pouvait pas le louper pour ça. C'est pas du tout une bestiole qui est plus agressive que notre frelon à nous. Hein, c'est pas du tout plus douloureux que le frelon de chez nous. Hein, donc ça veut dire pas plus agressif que notre frelon, ça veut dire pas agressif du tout. Hein. Notre frelon, je vous rappelle qu'il n'est pas du tout agressif. Voilà, qui s'est déjà fait piquer par un frelon dans la salle ici? Ah, t'as pas de bol, hein. Alors t'as que 2 raisons pour te faire piquer par un frelon, t'en as que 2. Alors tu t'es fait piquer dans quelle occasion? Je suis arrivé à quelques centimètres du nid. Donc, voilà, il y a 2 raisons. Première raison, et t'as pas de bol, parce qu'en plus le frelon de chez nous, en plus il est plutôt dans la cime des arbres, donc je sais pas comment tu t'es retrouvé. je sais pas si c'est un asiatique ou un européen, mais il est derrière un volet en fait. Ouais, bon écoute, t'as pas eu de bol, mais bon voilà. Première raison, on est juste à côté du nid. Ah, ça c'est un comportement normal, hein. Je suis sûr que si vous amusez à aller piquer une poussette à une maman dans la rue, vous ferez fracasser le crâne. Ah, c'est pareil, vous êtes à côté des bébés, hop, ils sentent que les bébés sont menacés, ils protègent les bébés. D'accord? C'est l'instinct maternel, c'est mignon, on peut rien y faire. Deuxième raison pour laquelle vous ferez piquer par un frelon. Ou une guêpe d'ailleurs, hein, n'importe quelle guêpe.
menacé de mort, c'est-à-dire écrasé. Voilà. Vous pouvez très bien aller mettre le doigt sur un frelon qui est en train de manger dans une fleur, taper dessus avec le doigt, faire ce que vous voulez, il vous fera rien. Alors, au bout d'un moment, il va se barrer, il en aura marre. Voilà. Par contre, vous l'écrasez dans la main, là pour le coup, vous ferez piquer parce que la bestiole elle est contenue. Donc souvent, c'est des gens qui vont marcher dessus, voilà, ou alors poser la main dessus, ou alors le réflexe d'Homo sapiens sapiens de base, quoi. C'est qu'on a un truc dessus, voilà. Puis du coup, forcément, on se fait piquer derrière. Voilà. Mais si vous n'avez pas dessus, alors, sauf exception, moi j'ai toujours dit à ma fille qui a 5 ans, les guêpes ça pique pas, les guêpes ça pique pas, et puis il y a 2 semaines. Il y en a une qui lui est foncé dessus, elle s'est fait piquer quoi. Manque de bol. Voilà, mais sinon franchement, après il y a un côté aussi, on a tous très très peur des piqûres de guêpes, etc., etc. Franchement, si vous n'êtes pas allergique, une piqûre de guêpe, ah oui, ça fait un peu mal sur le moment. Voilà, vous avez mal sur le moment, ça dure 10-15 minutes, puis après vous avez plus rien quoi. Genre moi ma fille elle s'est fait piquer, au bout de 5 minutes elle avait oublié qu'elle s'est fait piquer quoi. Voilà, il y a un moment aussi où on stigmatise, etc., parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des bestioles qui peuvent nous faire mal, quoi. Voilà, donc il y a un moment où on a très peur, etc., dès qu'on a... Si on est allergique, c'est un problème. Moi, je suis allergique, si en 1h30, je suis pas à l'hosto, je suis mort. Donc oui, en effet, oui, c'est un problème. Voilà, et pour les personnes qui sont pas allergiques, franchement, ça craint rien. Ce qui ne m'empêche pas en balade, quand j'ai des guêpes et des choses comme ça, de les poser sur ma main pour les montrer aux gens, étant allergique. Parce que je sais très bien qu'elle va pas me piquer. C'est absolument placide comme bestiole, quoi. Ok ? Non. Ouais. Question juste sur les coccinelles. Si dans le groupe de fabrication on part sur proposer des abris à coccinelle, intéressant, moyennement intéressant, peu intéressant au vu de l'invasion de votre... Alors c'est intéressant, vous aurez beaucoup d'asiatiques dedans, c'est sûr. En fait, les coccinelles, elles vont avoir un comportement de grégarisation. Elles vont se regrouper, excusez-moi pour les mots barbares, elles vont se regrouper en fait au moment de reproduction. Donc, alors dans la nature, ça peut être dans des endroits, je ne sais pas si vous allez vers Millau, vous allez sur les genêts, vous voyez plus les genêts, quoi. C'est des énormes boules rouges coccinelles. Voilà. Et notamment, ça peut être dans ces petits endroits qu'on va créer, ces petits gîtes, ces petits trucs comme ça, où ils peuvent venir se regrouper dedans pour se reproduire. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Puis ça peut être aussi des sites d'hivernage. Voilà, donc il va y avoir des coccinelles asiatiques, il y aura aussi des coccinelles de chez nous. Voilà. Après, encore une fois, il y a un moment où il faut accepter quoi. Bon après ça ça je vais pas vous dire, enfin ça c'est mon opinion, c'est pas une vérité. Enfin, donc après vous faites un peu ce que vous voulez. Ok. Bon, un autre truc qui fait beaucoup parler de lui là en ce moment, c'est la punaise diabolique. Voilà, alors bon c'est comme tout quoi, c'est une bestiole exotique. Alors c'est le même problème que les autres bestioles. C'est une bestiole qui va arriver dans un milieu, voilà. Elle était pas là avant, donc elle a pas de prédateur. Elle arrive, elle peut faire tout ce qu'elle veut, il y a personne qui va l'attaquer. Ok ? Il y a un moment donné où il faut se poser la question de la temporalité. C'est-à-dire que ces trucs-là, c'est vrai que c'est inquiétant sur un moment donné, quoi. Voilà, mais d'un point de vue écologique, moi en tant que naturaliste, j'ai envie de dire, au bout d'un moment, il va y avoir un équilibre qui va se mettre en place, quoi. Voilà, donc ces bestioles-là qui sont là et pour lesquelles on ne peut rien y faire, il y a un moment où vous direz, tant pis, quoi, elles restent là, elles vont se développer, et puis au bout d'un moment, il y en aura trop, et donc au bout d'un moment, il va bien y avoir des prédateurs qui vont se rendre compte qu'en fait, elles peuvent la manger, etc., etc., et puis au bout d'un moment, ça va se régler. Mais c'est dans des milliers d'années, quoi, dans des milliers d'années, des millions d'années peut-être, voilà, mais c'est comme ça que ça marche la nature, quoi. D'accord ? C'est embêtant pour mes plantes qui sont sur mon balcon si j'ai des... Ah bah oui, c'est sûr, ouais, c'est des piqueurs suceurs de sève et de fruits et trucs comme ça, donc du coup, ils vont piquer vos plantes, et puis ça va affaiblir vos plantes. Voilà. Des punaises, il y en a plusieurs milliers d'espèces en France. Voilà. Alors la différence, c'est que la punaise diabolique, c'est la punaise que tout le monde a chez soi apparemment. Dès que quelqu'un voit une punaise aujourd'hui chez lui, c'est c'est des punaises diaboliques, machin, etc. Elle rentre pas trop dans les maisons en fait. Celle que vous avez dans les maisons, c'est pas celle-là. C'est d'autres bestioles. Il y a des espèces indigènes qui lui ressemblent énormément, donc faut passer sous bino quoi. Voilà, sans être avec une loupe binoculaire pour faire la différence. Voilà. Mais il y en a plein des grises. Il y en a plein. Voilà. Et quand je vous disais que des fois il vaut mieux ne pas lutter, alors on va prendre l'exemple du frelon asiatique là. Le frelon asiatique, je sais pas si y en a qui connaissent un petit peu l'écologie, la biologie du frelon asiatique, mais le principe c'est qu'il va y avoir du coup des nids qui vont faire énormément de rennes. Mais c'est un truc, je crois que c'est genre, c'est plusieurs centaines de rennes qui vont être fabriquées du coup par un nid de frelon asiatique. Ok ? De ces X rennes qui vont sortir du coup du nid, il va premièrement avoir une grosse guerre, on va dire, dans le nid entre ces différentes reines. Elles vont toutes se fracasser les unes les autres. Voilà, et il va y en avoir une quarantaine qui va en sortir indemne. Voilà, et qui vont partir du coup pour aller chercher un territoire, pour aller faire un nid. Ok ? Là arrive le deuxième moment de sélection. C'est-à-dire que de ces 40 reines qui sont parties, il y en a 40 qui sont parties du coup de chaque nid. Et il va y avoir une grosse compétition pour le territoire.
D'accord? Et c'est là où une grosse partie des reines va mourir. D'accord? Alors nous, quand on essaye de contrôler le frelon asiatique, ben, du coup, on rend ces populations moins importantes. Donc c'est-à-dire que d'un certain côté, on va diminuer la compétition qu'il va y avoir du coup entre les reines pour le territoire. Donc des fois, le fait de tuer des frelons asiatiques, ben, c'est contre-productif, parce que du coup, on crée moins de concurrence, donc il y a moins de frelons qui se retrouvent, donc moins de compétition, et au final, plus de reines qui vont faire des nids. Vous voyez, donc il y a des moments en fait où ben, même le fait d'intervenir, ben, c'est pas forcément un truc positif. D'accord? En plus, quand vous regardez aujourd'hui les pièges qu'ils font pour les frelons asiatiques, soi-disant, vous regardez ce qu'ils chopent dans leur piège, c'est quasiment tout le temps des frelons européens, quoi. Voilà, faut bien se dire que le frelon européen, il a un rôle écologique extrêmement important, comme toutes les guêpes d'ailleurs, hein, comme à moindre mesure le frelon asiatique. Hein, c'est vraiment les charognards par excellence du monde animal. Hein, donc dès qu'il y a des cadavres d'animaux, des choses comme ça, ils vont aller dépecer tout ça, et ça empêche la prolifération de maladies qu'on aura sur les cadavres de bestioles et d'insectes et d'animaux. Hein, donc ça empêche d'avoir plein de maladies qui se développent sur les cadavres. Hein, je vous rappelle que le frelon européen, il est protégé en Allemagne. Hein, c'est interdit de le tuer, parce qu'ils se sont bien rendus compte de ce rôle extrêmement important. Hein, donc quand on vous dit de faire des pièges à frelons asiatiques pour flinguer des milliers et des milliers de frelons européens, il y a un moment où vraiment c'est inquiétant, quoi. Hein, donc du coup on est en train de flinguer toute une autre population qui a un rôle écologique extrêmement important. Il est arrivé comment en Europe le frelon? Ah bah Homo sapiens sapiens, il a toujours plein de théories. Non, il est arrivé dans un vase de Chine, on le sait. Voilà, honnêtement, j'ai des doutes sur la théorie. Voilà, en tout cas il est là quoi. Certainement sur un produit qui a été, c'est un des côtés un petit peu compliqués de la mondialisation. Hein. C'est-à-dire que la mondialisation, c'est super, on a tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, hein, mais on a aussi tous les trucs néfastes qui viennent de partout. Hein, c'est un bon exemple avec les abeilles de ruche. Hein. Si les abeilles de ruche, elles ont autant de problèmes aujourd'hui, c'est surtout parce qu'on importe des reines qui viennent un peu partout dans le monde, avec les différentes maladies qu'elles amènent du coup de leur pays. Hein, et les abeilles de chez nous, elles sont pas du tout résistantes à ces maladies. Hein, donc une des causes principales du déclin des abeilles de ruche, et on s'est rendu compte maintenant que ça a affecté aussi les abeilles sauvages, parce que les acariens, certains des acariens qui vont sur les abeilles de ruche vont aussi sur les abeilles sauvages, hein, ça va être du coup ces maladies qu'on apporte et qui sont transmises un petit peu partout. Hein, donc c'est un vrai problème. Alors au-delà, si on voulait parler un petit peu de ce côté, on va stigmatiser des choses, et des fois peut-être même pour nous cacher un petit peu la vérité. Quand on pense au frelon asiatique, vous entendez tous énormément parler en ce moment. Hein, c'est la cause soi-disant principale du déclin des abeilles, machin, etc. Alors c'est vrai que c'est on va dire une bonne excuse, hein, parce que du coup quand on parle du frelon asiatique, on parle pas des pesticides, etc. Mais surtout on parle pas de ce qu'on a fait aux abeilles de ruche, quoi. D'accord? En effet, les abeilles qu'on a aujourd'hui, quand vous leur mettez un frelon asiatique devant, c'est très inquiétant, parce que les abeilles, elles sont là devant leur ruche, elles ont peur, elles sortent pas, et du coup elles meurent étouffées, elles meurent de faim, étouffées, etc. dans leur ruche. Ok? Mais je vous rappelle que l'abeille de ruche, on la sélectionne depuis l'Antiquité. Quels sont les 2 critères de sélection de l'abeille de ruche? Productivité, évidemment, hein, ça rapporte des sous, hein, et la passivité. Voilà, c'est les 2 critères de sélection qu'on a exercés sur l'abeille de ruche depuis l'Antiquité. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, on a créé des abeilles complètement débiles. Voilà, il faut se le dire en fait. Hein. Le comportement normal d'une abeille de ruche, je vous rappelle qu'une abeille de ruche, ça va fabriquer l'équivalent d'une cuillère à café de miel pendant toute sa vie. Non, donc le comportement normal d'une abeille de ruche, vous venez lui prendre son miel, mais vous vous faites fracasser quand vous arrivez au bord de la ruche, quoi. Voilà. Sauf que nous, aujourd'hui, on a créé des abeilles complètement inoffensives. Vous regardez les abeilles Buckfast ou les races italiennes, voilà, c'est des races d'abeilles de ruche, vous pouvez presque aller récolter le miel sans même mettre de combinaison. Forcément, quand il y a un prédateur qui arrive qu'elles ne connaissent pas, ces abeilles-là, elles ne peuvent rien faire. Voilà. Si on avait des abeilles moins modifiées, moins sélectionnées, il en reste encore quelques populations en France, mais elles sont en train de disparaître parce qu'elles sont en train d'être fécondées par toutes sortes d'autres abeilles sélectionnées, ce qu'on appelle l'abeille noire. Voilà. Elle produit beaucoup moins de miel, elle est beaucoup plus agressive, vous avez intérêt à avoir une sacrée combinaison quand vous allez prendre le miel. Par contre, elle arrive à se défendre du frelon asiatique. Voilà. Il y a un moment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi. Voilà. Donc quand on met toute la faute sur le frelon asiatique, on oublie que finalement, l'impact qu'il a, c'est parce qu'on sélectionne les abeilles, etc., etc. Après, il y a des abeilles qui n'ont jamais été vraiment trop sélectionnées. Je pense aux Méliponas en Amérique du Sud. Oui, mais on n'en a pas chez nous. Ah ouais. Ils ne sont pas du tout agressifs. Ils ne sont pas productifs. Mais Non, pas agressifs. tout à fait. Ouais. Maintenant, nous, on a sélectionné du coup des abeilles qui sont productives et on leur a enlevé du coup l'agressivité. Voilà, mais oui, en effet. Hein. Voilà, par contre, pour aller chercher le miel des mélipones, c'est pas la même histoire. C'est sur des grosses falaises.
Bon, la punaise diabolique, c'est pareil, on vous en entendez beaucoup parler en ce moment, ben, elle n'a pas de prédateur, elle va faire tous les ravages qu'elle va faire. Voilà, on peut rien y faire encore une fois. Voilà, elle a un pouvoir de reproduction qui est extrêmement important. Voilà. Si ce que vous pouvez essayer de faire, c'est d'avoir un maximum de diversité dans les différents espaces pour remplir toutes les niches écologiques. Voilà, et comme ça, ben, elle a moins de place pour arriver parce qu'elle aura moins de place pour pouvoir s'installer et pouvoir créer des ravages. Voilà, ça c'est une logique de manière générale qu'on a envie d'avoir dans les jardins, dans les espaces verts. Voilà, pour essayer de limiter justement ces problèmes de vaisseaux exotiques. Et la dernière, alors qu'on commence à voir depuis maintenant quelques années, là, un peu partout sur la métropole, c'est une grosse abeille, ça fait la taille d'un frelon, hein, elle s'appelle la mégachile sculptée. Voilà, c'est une très jolie abeille, hein, mais pareil qui vient d'Asie. Et elle a cette mauvaise habitude d'aller dans les nids qui ont été faits par les autres abeilles, de vider les nids et de mettre à la place du pollen et ses œufs. Ah, donc là, c'est en train de commencer à avoir pas mal de dégâts. Voilà, au niveau des autres espèces d'abeilles sauvages qui nichent, notamment si vous allez en été, on va dire en juillet, au parc de Gerland, dans les hôtels à abeilles qu'on avait fabriqués pendant le programme Urban Bees, bah là vous verrez, c'est rempli de ces abeilles-là. Et vous les voyez en train de vider les nids, en train de faire du coup des nids à la place. Ah, donc ça crée des soucis. Encore une fois, bah, qu'est-ce qu'elle va polliniser aussi, voilà, elle a un rôle écologique aussi. Et encore une fois, on ne peut rien y faire quoi. Donc ça a tellement des pouvoirs de reproduction tellement importants que du coup, il y a un moment où le seul truc qu'on peut faire, c'est diversifier au maximum pour ne pas lui laisser trop de place. Au niveau des plantes, ben vous avez malheureusement 3 plantes aussi qu'on va trouver en abondance à Vénissieux. Voilà, donc c'est le top 3, on va dire, hein, des plantes exotiques envahissantes. Hein, vous les reconnaissez dans les 3 ? Les lentes, la renouée et l'ambroisie. Alors souvent, c'est des plantes qui vont aussi nous indiquer quelque chose, hein, ces plantes-là. Elles ne sont pas là pour rien. Hein, elles sont souvent là dans des milieux qui sont détériorés, pauvres, etc. Hein, alors les lentes, on en discutait un peu tout à l'heure, ben, c'est surtout son côté très compétitif qui va faire qu'elle est de partout. Hein, elle est beaucoup venue à travers les voies de chemin de fer. Hein, elle a pullulé au niveau des voies de chemin de fer. Et puis après, à travers le réseau de chemin de fer, ben, qui est quand même assez développé. Hein, et elle a réussi du coup à s'implanter un petit peu partout. C'est un arbre qui pousse très vite et qui fait énormément de fruits. Voilà, les fruits sont à dissémination... je vais sortir un nom barbare, dissémination anémophile, c'est-à-dire qu'elles sont distribuées par le vent. Hein, donc du coup, elles vont, vu la quantité de graines qui est distribuée, elles vont se distribuer très facilement. Et vu qu'elles poussent à peu près dans n'importe quel milieu, qu'il fasse chaud, que ce soit à l'ombre, que ce soit au soleil, que ce soit n'importe où, du coup, elle va réussir à pousser un petit peu partout, là où il n'y a pas trop de concurrence dans le sol, là où il n'y a pas grand-chose, elle va réussir du coup à pousser, à faire de nouveau plein de graines. Ah, donc c'est vrai que ça crée un vrai souci, et ça a une vitesse d'expansion, mais c'est incroyable. Hein ? Ouais, c'est beau, sauf que du coup, au bout d'un moment, il n'y aura plus que ça, quoi. Il n'y aura plus que ça. Voilà, donc là, pour la biodiversité, c'est pas très diversifié, quoi. Ah, c'est un petit peu le problème de ces plantes-là qui sont très concurrentielles. Hein, c'est que du coup, elles prennent la place sur d'autres plantes. Regardez l'exemple de la renouée. Si vous allez près des cours d'eau, il y a de la renouée, mais il n'y a plus que de la renouée. Il n'y a plus rien. Voilà, je rappelle la renouée, vous prenez 4 mm de tige, vous avez une nouvelle renouée. Hein, donc en termes de pouvoir de reproduction, c'est ultra efficace quoi. Voilà. Pour s'en débarrasser, c'est très difficile, ouais. C'est très difficile. Alors il y a des trucs qui ont déjà été faits, notamment dans les bords de cours d'eau, on met des saules pour faire de la compétition et de l'ombre et pour empêcher du coup la renouée de pousser. Mais bon, remplacer un truc monospécifique de renouée par un truc monospécifique de saule, j'ai envie de dire, c'est pas la panacée quoi. Voilà, ça reste une plante indigène par rapport à une plante exotique. Alors ce que je vous ai pas dit, hein, les lentes et la renouée. À la base, c'est des gens qui se sont dit, dans le pays où ils les ont vus, ils ont fait « Oh, c'est chouette, c'est joli, oh tiens, on va le mettre chez nous ». Voilà, eh ben non, c'était pas une très bonne idée quoi. Voilà, mais à la base, c'est ça, hein. C'est des plantes qui ont été plantées parce qu'elles avaient un côté esthétique sympa. C'est sympa les lentes, hein. Ça fait des jolies feuilles rouges, des belles feuilles bien exubérantes, ça pousse super vite, hein. Donc du coup, ça vous fait des arbres qui poussent très facilement. Vous la reconnaissez tous ou pas, les lentes ? Il y a un moyen super simple de le reconnaître, vous touchez les feuilles, ça sent la cacahuète grillée. Voilà. Ah moi ça sent bon, ça sent le riz cuit ou la cacahuète grillée un peu, moi j'aime bien, je trouve pas ça désagréable. Hein. Et évidemment notre dernière qui est bien présente ici sur le territoire, hein, donc l'ambroisie, qui ressemble beaucoup à de l'armoise, hein, faut pas les confondre les deux, hein, parce qu'on a aussi pas mal d'armoises qui poussent spontanément dans les espaces urbains. Pour les reconnaître c'est très facile en fait, hein, si vous regardez les feuilles d'ambroisie, quand vous les retournez, c'est vert, voilà, en dessous, alors que les feuilles d'armoise, quand vous les retournez c'est blanc. Hein, donc c'est vraiment très facile de les distinguer les deux. On s'appelle l'ambroise à feuilles d'armoise, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup hein, pour le coup au niveau des feuilles. Donc là pour le coup on est vraiment sur une plante bio-indicatrice. Hein. Là pour le coup elle vous dit vraiment ce qui va pas quoi.
L'ambroisie, vous savez d'où ça vient ou pas l'ambroisie? Ça vient des déserts nord-américains. Je répète, des déserts nord-américains. Donc c'est une plante qui pousse dans un sol qui est mort, dans un sol qui est désertique. Voilà, donc c'est pas pour rien qu'on en trouve plein dans les espaces agricoles, dans les bords de route, dans les espaces où il y a des chantiers, où les sols sont retournés, etc. C'est les endroits où on a complètement déstructuré le sol. Voilà, et donc l'ambroisie qui pousse dans ces déserts, pour elle c'est génial. Elle a aucune concurrence, donc du coup elle pousse à foison. Pareil, un gros pouvoir reproducteur, elle fait beaucoup de graines, donc du coup après elle peut se disséminer très facilement. Mais pour autant, contrairement du coup à ces deux plantes-là, c'est une plante qui n'est pas du tout concurrentielle. Elle n'est pas très compétitive, quoi. Donc à partir du moment où vous avez compris ce qu'elle vous dit, cette plante, à partir du moment où elle vous dit que votre sol il est tout pourri, voilà, si vous arrivez à rééquilibrer le sol, donc à réalimenter du sol et à refaire du sol vivant, votre ambroisie, du coup, vous n'en aurez plus, quoi. Alors vous en aurez peut-être un pied ou deux pieds qui vont survivre du coup dans votre espace, voilà, mais du coup vous vous en serez débarrassé de manière permanente. Voilà. Et là, je trouve que c'est vraiment dommage quoi, qu'on fasse pas ça. Parce qu'on voyait aujourd'hui ce qui est fait, quand on voit de l'ambroisie, toutes les campagnes qui sont sur l'ambroisie, soit on vous invite à les arracher, alors pour peu que vous les ayez arrachées, en plus quand il y a des graines, c'est la catastrophe, on a intérêt à les arracher avant, voilà, voire même des fois c'est traité quoi. Il y a un moment du coup où il y a un sol qui est désertique, si vous le pourrissez encore plus, du coup vous pouvez que avoir plus d'ambroisie quoi. Donc, et là c'est important de pouvoir justement, pour ceux qui vont un peu travailler sur différents groupes de la biodiversité, c'est là où c'est important de pouvoir aussi comprendre ce que nous disent les plantes. Les plantes, elles nous disent quelque chose, quoi. Elles nous disent, le sol, il est de tel type, tel milieu, plutôt tassé, plutôt pas tassé, plutôt machin, etc. Et donc, du coup, grâce à ça, on va pouvoir aussi mettre en place des choses qui vont rééquilibrer le sol, ou au moins mettre des plantes qui sont adaptées à ce type de sol que nous indiquent, du coup, les plantes qu'on a vues. Ok ? Après, nous, dans certains jardins où les sols, ils sont... Enfin, il y a des jardins où les sols, ils sont pas forcément au top, il y a des jardins où les sols, ils sont amendés, avec du compost, ils sont travaillés avec brésilette, avec un sol, on en trouve quand même. Vous en trouvez bien sûr, mais de manière beaucoup moins abondante quoi. Et quant à les autres plantes, c'est aussi faire attention à ça, parce que c'est pas parce qu'on se mange l'ambroisie sur son jardin que... Ah non, c'est clair. Ouais. C'est clair, et puis elle va être là souvent au moment où tu vas travailler le sol, parce que du coup ton sol il n'est pas encore très équilibré, etc. Et donc tu vas la voir ressortir. Voilà, mais le souci après dans les potagers et tout ça, c'est que c'est de l'annuel quoi. Donc du coup, tu vas toujours retriturer le sol, remélanger, remachin, tout ça. Tu vois, dans un espace qu'on veut pour la biodiversité, entre guillemets, et qui n'est pas un espace de production, dans ce cas, tu peux mettre des plantes qui sont des plantes plus durables et qui vont vraiment du coup rééquilibrer le sol. Et là, pour le coup, ton ambroisie, pour le coup, elle est vraiment anecdotique, quoi. Voilà. Sur un potager, ton sol, certes, tu l'alimente à mort, mais il n'est pas très équilibré, quoi. Parce que du coup, tu le bouges tout le temps, voilà. Donc c'est normal que l'ambroisie, elle arrive quand même à s'exprimer. Voilà. Après, il y a aussi Oui, parce que je vais dire, les concurrences les plus efficaces de l'ambroisie, c'est les légumineuses. Mettez des trèfles ou de la moutarde, des trucs comme ça. Ouais, c'est surtout que ça va à l'encontre du coup, c'est-à-dire que lui il vous dit votre sol il est pourri. Quand vous mettez du coup des légumineuses, elles en fait leur job c'est de fixer l'azote dans le sol et donc de relancer du coup la machine dans le sol quoi. Donc quand vous mettez du coup des légumineuses, c'est la solution parfaite contre l'ambroisie quoi. Vous êtes en train de refaire vivre le sol. Voilà. Une constatation toujours, je m'excuse, aujourd'hui on parle déjà. On a des surfaces en gestion différentielle, c'est-à-dire qu'on a une flore qu'on essaye de faire la plus riche possible. Il n'y a pas un seul pied d'ambroisie. Ah bah oui, c'est clair. Par contre, sur les zones tendues, là il y en a plein. Mais c'est logique, parce que du coup l'équilibre il s'est mis en place. Comme je l'ai dit de manière générale en fait, plus vous avez une diversité de niches écologiques qui sont remplies, machin, etc., moins il y a de la place pour les autres trucs quoi. Voilà, donc il faut diversifier. Voilà, et c'est bien le problème de l'agriculture, quoi. C'est qu'on crée des grosses surfaces monospécifiques, etc. Forcément, ça peut pas être équilibré. Dans la nature, ça n'existe pas. Sauf les forêts. Voilà, mais sinon, ça n'existe pas. Des gros espaces monospécifiques. Après, c'est toujours la question, du coup, de l'exotique au niveau du végétal. C'est que c'est des plantes, des fois, qui ont un côté très attractif. La renouée du Japon, c'est génial. Ça fleurit à un moment où il y a presque rien en fleurs. Ça fait une abondance de fleurs, mais c'est un truc de fou. Voilà, une quantité de nectar hallucinante. Ah, donc tu te dirais, au final, c'est génial, c'est vachement mieux que les plantes qu'il y avait là avant au bord de l'eau pour les abeilles. Voilà. Sauf que rien te dit que le nectar qu'elles vont récupérer et les bonnes vitamines et les bons éléments qu'il faut à ces abeilles-là pour survivre, et encore plus que le pollen qu'elles récupèrent soit adapté à la croissance des larves. Parce que chaque espèce d'abeille, elle a évolué là depuis des millions d'années, et elle s'est spécialisée sur des pollens bien précis, des nectars bien précis, qui vont donner du coup ce qu'il leur faut comme nutriments pour grandir. Tu vois, donc c'est toujours très délicat. Tu vois, moi en ce moment, il y a ce
Ce qu'on voit énormément partout en Europe, hein, que tu ailles en Irlande, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, c'est le Perovskaya. Ce qu'on appelle la lavande d'Afghanistan. D'accord, le truc qui ressemble à de la lavande, qui fleurit un peu plus longtemps, voilà, et qui est plus facile, entre guillemets, à faire des jolis buissons contrôlés. Donc du coup, les gens... Dans les massifs des villes. Partout, dans tous les massifs, il y en a. Hein. Ça n'a pas besoin de flotte, ça se contrôle super bien, voilà, tu fais des jolis petits buissons, machin, etc. Donc pour un jardinier, c'est la panacée, quoi. Voilà, ça te fait un joli truc, hop, que t'arroses pas, etc. Voilà. C'est hyper attractif. Vous avez devant un Perovskaya quand c'est en fleurs, mais vous avez des milliers de bestioles dessus, quoi. Voilà. Ça se trouve, elles y trouvent ce qu'il faut, quoi, les abeilles dedans. Sauf que rien nous dit que ce qu'elles récupèrent pour leurs larves va permettre la croissance des larves. Donc ça se trouve, elles récupèrent du pollen et toutes leurs larves, elles meurent, en fait. Sauf que ça, on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas étudié l'impact du pollen de Perovskaya sur chacune des 1000 espèces d'abeilles qu'on a en France, quoi. Donc autant dire jamais. Il n'y a jamais personne qui va étudier ça. Donc moi, j'ai tendance à dire, dans le doute, il vaut mieux ne pas le faire, quoi. Voilà, ça se trouve avoir un impact négatif, donc il vaut mieux ne pas le faire. On a de la lavande chez nous, c'est aussi joli, c'est aussi sympa, ça fleurit peut-être un petit peu moins longtemps. Voilà, franchement, au moins c'est indigène. Les bestioles de chez nous, elles ont l'habitude de son nectar et de son pollen. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la lavande partout au lieu de mettre du Perovskaya, quoi? Voilà, c'est vraiment une manie qu'on a, je ne sais pas pourquoi, de mettre de l'exotique partout, quoi. Voilà, même quand on a de l'équivalent indigène. Donc c'est vraiment très compliqué. Alors, donc là c'est un petit peu je traîne un petit peu là, j'allais un petit peu plus vite. Là c'est un petit peu la connaissance sur ce que c'est que cette nature en ville. Voilà. Maintenant rapidement, comment attirer du coup cette nature en ville? Alors là j'ai repris du coup les diapos que j'avais présentés du coup la dernière fois. Voilà, donc on pourra ça sera un petit peu du rabâchage pour ceux qui étaient là il y a 4 mois. Et ça fait toujours du bien de réentendre ces choses-là, c'est vraiment important. C'est hyper important, comme je l'ai dit, de végétaliser. Voilà, mais de végétaliser de manière intelligente. Voilà. Si possible, mettre de l'indigène. Voilà, l'indigène, ça a évolué naturellement chez nous. Donc c'est forcément intéressant pour les bestioles de chez nous. Voilà, elles ont évolué ensemble depuis 120 millions d'années. Voilà, donc forcément, du coup, ça va être intéressant pour quelqu'un. Ok? Quand on mettait de l'indigène, encore une fois, dans cette même logique de la nature, essayez de diversifier. Il n'y a pas de milieu où il n'y a qu'une espèce de plante. Essayez de mettre au maximum de plantes différentes. Mais ça, c'est vrai même dans vos potagers, en fait. Hein. C'est une aberration. Quand les gens y mettent un énorme carré de tomates et qu'ils se disent « Tiens, c'est bizarre, j'ai plein de bestioles qui mangent mes tomates, mes machins, etc. » Mais forcément, quoi, vous faites des énormes trucs hyper attractifs pour toutes les bestioles qui vont sur les plants de tomates. Donc, la manière qui serait beaucoup plus intelligente serait de parsemer vos différents légumes, etc. un peu partout dans le jardin. Voilà, en plus, c'est un côté esthétique qui est sympa. Voilà, et là au moins vous créez de la confusion, de la diversité. C'est des plantes qui souvent ne vont pas chercher les mêmes nutriments au niveau du sol. Voilà, donc du coup vous mettez des tomates partout au même endroit, forcément elles vont toutes chercher les mêmes nutriments. Voilà, si vous mettez d'autres plantes au milieu, elles ne vont pas forcément chercher les mêmes choses dans le sol. Voilà, donc du coup vous allez avoir des plantes aussi qui vont mieux, etc. etc. Donc de manière générale, diversifiez, que ce soit dans vos potagers ou que ce soit pour la biodiversité. Faites un maximum de choses différentes. Alors quand on dit diversifier, ça veut dire diversifier les couleurs de fleurs. Vous n'avez pas les mêmes bestioles dans les fleurs jaunes, les fleurs bleues, les fleurs blanches, les fleurs roses. C'est toutes des bestioles différentes qui vont dedans. En tout cas, il y a des bestioles qui ne vont que dans du bleu, d'autres que dans du jaune, etc. etc. Donc c'est important de diversifier. Diversifier la forme des fleurs. C'est pareil, depuis 120 millions d'années, les bestioles elles sont adaptées par rapport aux formes des fleurs. Vous avez des abeilles à langue longue, elles vont dans les fleurs en forme de tube pour aller prendre le nectar. Vous avez des abeilles à langue courte, elles vont du coup dans des fleurs qui sont ouvertes. Voilà, etc. Diversifier les périodes de floraison. Notamment à un moment où il y a une grosse pénurie de fleurs, ça va être au début du printemps et puis l'automne, quoi. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir de l'abondance de fleurs aussi au printemps et l'automne. Vous notamment dans vos espaces jardinés, c'est d'autant plus important parce que c'est ces fleurs-là au début du printemps qui vont attirer toute cette gamme d'auxiliaires qui vont pouvoir ensuite gérer vos jardins. On peut prendre l'exemple des pucerons, c'est vrai que généralement les gens qui ont des pucerons, essayent de se débarrasser des pucerons. Voilà, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'en fait, les prédateurs des pucerons, ils arrivent au moment du pic de population des pucerons. Donc, si vous voulez débarrasser des pucerons, il faut laisser les pucerons s'installer, quoi. Voilà, tant qu'ils ne seront pas installés, vous n'aurez pas du coup toute cette gamme d'auxiliaires qui vont venir s'installer. Et vous avez un truc qui est assez intéressant pour ça. Vous pouvez mettre des plantes, par exemple, qui attirent très tôt les pucerons. Voilà, comme la bardane, par exemple. Voilà, la bardane, vous allez avoir hyper tôt plein de pucerons dessus. Voilà, et vu qu'il y aura plein de pucerons, et bien du coup vous allez avoir plein d'auxiliaires qui vont venir aussi assez facilement. Voilà, vous pouvez aussi faire ça avec le sureau. Le sureau en plus c'est pas mal parce que le puceron du sureau il va que sur le sureau. Donc du coup vous allez attirer tous les prédateurs du coup de pucerons qui vont s'attaquer au puceron du sureau. Le puceron du sureau il ira pas sur les autres plantes.
Voilà, et vous aurez déjà tous les prédateurs qui seront là pour attaquer du coup les pucerons quand ils iront sur les autres plantes. Ok ? De manière générale, quand on va attirer du coup des prédateurs à des bestioles, ben, il faut d'abord faire un milieu qui soit bien sympa pour la bestiole. Parce que du coup, c'est aussi le milieu qui est sympa pour ces prédateurs. Voilà, vous voulez vous débarrasser des limaces, ben faites un gros nichoir à limaces, faites un gros tas de bois. Voilà, vous aurez plein de limaces, mais vous aurez aussi tous les prédateurs des limaces qui vont s'installer dedans. Hein, donc à terme, au bout de 1, 2, 3 ans, ben, vous allez atteindre un équilibre et du coup vous n'aurez plus de soucis. Ok ? Notamment au niveau des plantes, ouais, c'est vrai que j'ai... Il y a quelqu'un qui voulait... Non, c'est bon ? Au niveau des plantes, moi, c'est vrai que j'ai vraiment une grosse attention particulière pour le lierre. Je trouve ça génial, le lierre. Le lierre, je trouve qu'il a plein d'avantages. Alors, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du tout un parasite de l'arbre. Hein, d'ailleurs, vous le voyez bien au niveau des arbres qui sont en bonne santé. Généralement, le lierre, du coup, il va s'arrêter avant les branches. Voilà, alors je vais pas vous faire un cours sur les arbres, hein, mais il faut... Contrairement à ce que vous pensez, en fait, un arbre, c'est pas un truc comme ça qui va ensuite se diviser en branches. Hein, en fait, c'est un fût central. Et vous avez des branches qui sont insérées dans ce fût central. D'accord ? Alors vous allez me dire, c'est la même chose. Pas du tout. Ça veut dire que chaque ramification est relativement indépendante. Hein, donc vous pouvez très bien avoir une branche qui est en mauvaise santé, voilà, et un arbre qui va très bien. Ok ? Et pour ça, le lierre, c'est génial. Vous allez avoir le lierre qui va pousser du coup sur l'arbre. Dès qu'il y a une branche qui va pas bien, ça va faire un puits de lumière. Et donc le lierre, il va grimper sur cette branche-là pour aller choper la lumière. Et donc ça vous indique que cette ramification-là, elle est en train de mourir. Hein, donc au contraire, c'est plutôt un bon indicateur, voilà, pour connaître un petit peu ce qu'il faut faire au niveau de votre arbre si vous voulez bien le gérer. Ok, alors pourquoi le lierre c'est génial ? La première chose, ça fleurit l'automne. Il n'y a pas grand-chose chez nous qui fleurit l'automne. Voilà, je vous invite d'ailleurs, là c'est presque la fin, mais il y a 2-3 semaines, si vous avez eu l'occasion d'aller devant des lierres en fleurs, mais vous voyez ce qui se passe sur les fleurs de lierre, c'est juste hallucinant, quoi. Vous avez des centaines, des milliers de bestioles, quoi. D'accord ? Et deuxième chose, c'est un feuillage persistant. Et c'est pareil, des plantes au feuillage persistant qui ne sont pas des résineux chez nous, ben on n'en a pas des tonnes non plus, quoi. Voilà. Et donc du coup, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de bestioles qui vont passer l'hiver à l'abri derrière ces feuilles de lierre. Voilà. Puis les fruits en plus sont mangés par des oiseaux. En fait, vraiment, le lierre, c'est vraiment une des plantes qui est vraiment géniale pour la biodiversité. Voilà, comme la ronce. La ronce, c'est génial pour la biodiversité. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de laisser de la place à des espaces naturels qui disparaissent. Enfin, notamment la flotte. Hein, l'eau, c'est important. Alors, forcément, dans un truc comme ça, vous allez avoir plein de moustiques. Hein, c'est normal. Hein, je vous rappelle que le moustique, c'est une larve aquatique qui respire hors de l'eau. Hein, elle a un tuba, donc elle, si elle est dans de l'eau qui n'est pas oxygénée, pour elle, c'est génial. Il n'y a pas de prédateur, il n'y a rien, elle est tranquille, elle peut se multiplier à gogo. D'accord ? Dans une mare comme ça, qui est bien végétalisée en eau, etc., là, vous n'allez pas avoir des moustiques qui vont arriver à l'âge adulte. Hein. La larve de moustique, c'est la base de la chaîne alimentaire. Hein, donc les larves vont se faire bouffer par tout le monde. Voilà, c'est intéressant en plus parce que les larves, c'est des nettoyeurs d'eau, hein, donc ça filtre l'eau. Donc au niveau des mares et des étangs, ça a ce rôle-là qui est très important. Mais surtout, c'est la base de la chaîne alimentaire. Hein, donc il faut bien vous dire qu'à partir d'un moment où vous avez mis une mare, à condition que ce soit une mare respectable, c'est-à-dire au moins 3 mètres de diamètre, au moins 50 cm de profondeur, voilà. Si vous respectez ça, alors nous on l'a fait là où je travaille, hein, on a fait 3 mares, voilà, avec différentes profondeurs pour attirer différentes bestioles, etc. La première année, on a eu quelques moustiques, mais dès la deuxième année, plus rien, qui arrive à l'âge adulte, c'est tellement mangé par le reste qu'il n'y a aucun problème. Et là, encore une fois, c'est la bêtise d'Homo sapiens sapiens, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'en France, on s'est dit, ah, les mares, machin, tout ça, on n'arrête pas d'assécher du coup des zones humides. Voilà, faut bien se dire qu'en asséchant des mares, c'est pas les moustiques qu'on tue, hein, c'est tous les prédateurs des moustiques. Voilà, aussi bien les larves que les adultes. Hein, regardez, d'excellents prédateurs des moustiques, ça va être les demoiselles, les libellules, etc., hein, qui ont des larves aquatiques. Hein, donc si du coup on fait disparaître ces zones-là, ben, on enlève ces prédateurs-là. Hein, donc si vous voulez rendre un service pour la nature aujourd'hui, mettez de la flotte, quoi. On manque de flotte dans la nature. Hein, en France, on a asséché 70% des zones humides dans les 100 dernières années. Hein, donc s'il y a bien un truc qu'il faut, c'est de l'eau. Tous les êtres vivants ont besoin de boire. Hein, même les bestioles qui vivent pas dans l'eau, elles ont besoin de flotte, quoi. Hein, donc c'est vraiment important de mettre de l'eau. Pourtant, ils ont déjà trouvé cet été à Vénissieux, parce qu'alors on était bouffés par les moustiques. Ah bah oui, parce qu'il y a eu des moments, où il y a plu par gros moments à des moments courts. Donc ça a rempli du coup tous les petits espaces d'eau qui pouvaient se remplir d'eau. Le cycle de croissance de la larve de moustique, c'est 10 jours. Hein, donc vous avez un truc avec de la flotte pendant 10 jours, vous avez une génération de moustiques. Hein, donc ouais, forcément... Qu'est-ce qui fait que dans les marais, il y en a et dans les mares, il y en a pas ? Dans les marais, il y en avait quand même. Mais parce que dans les marais, en fait, souvent tu vas avoir des petits endroits d'eau stagnante qui sont pas forcément très gros. Alors notamment si tu vas dans le Camargue, machin et tout ça, là où tu vas avoir gavé de moustiques, ça va être au niveau des rainures creusées par les camions et des trucs comme ça. Tu vois, du coup, tu as des endroits où tu as de la flotte qui arrive,
Il y a très peu de profondeur, donc elle va perdre l'oxygène très facilement. C'est pas une eau qui est remuée ni rien. Hein, donc c'est une eau qui est complètement privée d'oxygène. Et donc du coup, tu peux avoir que des larves de moustiques. Voilà. Par contre, dans des endroits qui sont en eau permanente, là pour le coup, t'as pas de souci en fait. Là, tes bestioles elles se mettent. Sauf que comme on n'a rien compris en fait, on épand des pesticides, des insecticides de partout en fait sur les mares, les étangs, machin, tout ça. Voilà. Et du coup, on fracasse tout le monde quoi. Voilà. Donc c'est pas la bonne solution. Justement, pour qu'il y ait des bestioles qui viennent sur nous, Il n'y a rien à faire. Faut pas avoir de poisson rouge. Tant que vous n'avez pas de poisson rouge, c'est bon. parce qu'on en a fait une dans notre jardin Jungel, il n'y a encore rien quoi. Alors, en fait, les bestioles qui vont repeupler les mares, elles se repèrent en fait au vol. C'est-à-dire qu'elles volent et elles cherchent des endroits où il y a le reflet de la lune. Souvent, c'est la nuit. Hein, ou alors la journée pour les libellules, mais pour les notonèques, machin, tout ça, les ditiques, etc., c'est la nuit. Elles vont avoir le reflet de la lune sur des étendues d'eau. Et c'est là qu'elles repèrent qu'il y a un espace d'eau. C'est pour ça qu'il y en a plein dans les piscines. Hein, et du coup, après, elles foncent là où il y a de l'eau. Enfin, une fois qu'elles y sont, du coup, s'il y a ce qu'il faut, elles se. Après, je sais pas quelle taille il fait votre truc d'eau, mais. Il y a Voilà. la savon aussi. Ah oui, si c'est sous les arbres, c'est beaucoup plus long du coup à se peupler. Et puis en plus, faut faire gaffe parce qu'il y a une eutrophisation de l'eau avec les feuilles qui tombent dedans, etc. C'est-à-dire récurage régulièrement, etc., etc. Non, une mare qui fonctionne bien, elle est au soleil. Et puis elle est quand même un minimum de surface pour que les trucs puissent venir dedans. Ben, 3 mètres, c'est sûr que ça marche. Ah, vous faites 3 mètres de diamètre. C'est pas tant que ça, 3 mètres de diamètre. Hein. Vous faites 3 mètres de diamètre, du coup, vous êtes sûr que ça marche. Voilà. Puis un petit peu de profondeur quand même. Il faut réussir à avoir de l'eau tout le temps. Enfin, après, ça dépend de ce que vous voulez attirer. Il y a des amphibiens qui ne vont dans les mares que dans les mares qui s'assèchent pendant l'été. Donc ça peut être intéressant aussi. Et si elles s'assèchent pendant l'été, j'ai envie de dire que vous n'aurez pas de larves de moustique, mais un œuf de moustique, ça peut tenir 10 ans en fait. Donc du coup, voilà, c'est pas pour rien qu'il y en a plein en fait. Hein. Les moustiques, c'est des machines de guerre. Hein. Les mares, c'est pas forcément compliqué à faire. Hein. Franchement, alors il y a juste la bâche qui coûte un petit peu cher, la bâche PDM. Voilà, après voilà, vous faites un truc, vous faites un trou, vous mettez du carton, vous mettez votre bâche par-dessus, vous mettez de la flotte, et puis après c'est relativement assez facile. Pour végétaliser, le mieux c'est d'aller choper des végétaux qui a déjà pas trop loin dans d'autres zones humides. L'intérêt étant qu'avec le végétal, vous allez amener plein d'autres bestioles en fait, qui sont fixées sur les végétaux. Hein, la plupart des bestioles qui vivent dans la flotte, ils fixent en tout cas la plupart des odonates, etc., vont fixer les œufs sur les végétaux. Hein, donc du coup, vous amènerez tout ça avec. Ouais. Du coup, je me demandais la capacité de déplacement de mare en mare des bêtes. Si on voulait restaurer par exemple ultra. Ça dépend des bestioles. Pour les amphibiens, des fois, ça peut être tu regardes, je sais pas moi, tu prends l'alite accoucheur. Bah, il faut pas que ce soit très loin quoi. Je crois que tu vas au-delà de 200 mètres, c'est mort quoi. Voilà. Donc pour l'alite accoucheur, c'est un amphibien particulier qui est mine de rien assez présent. On le trouve dans pas mal d'endroits en zone périurbaine. Voilà, c'est une bestiole dont je parlais justement des amphibiens qui ont besoin que les mares s'assèchent pour les larves. Ben, c'est l'alite accoucheur, il en fait partie, c'est-à-dire que les têtards d'alite accoucheur se nourrissent de feuilles qui ont passé un moment au soleil pour être décomposées avant que l'eau soit remise en eau, la mare soit remise en eau. Donc elle va très souvent dans des mares temporaires. Voilà. Ouais. Du coup, aussi une autre question que je me posais par rapport aux mares, c'est justement comme les amphibiens où ils sont assez victimes des écrasements par voiture et des choses comme ça. Ouais. Est-ce que c'est forcément est-ce qu'il ne faut pas étudier précisément la zone Franchement, on manque tellement de zones humides que où que ce soit, que tu mettes une zone humide. T'inquiète pas que si ton endroit, de toute façon, il est complètement au milieu de la ville, ton amphibien, il va pas réussir à aller jusqu'à là-bas pour faire ses œufs. Donc, ouais, mais déjà rien que pour les insectes et tout ça, c'est déjà génial, quoi. Voilà, mais c'est pas contre-productif pour les amphibiens. On crée pas un site d'écrasement. Alors, il y a beaucoup d'amphibiens en fait. Il y a beaucoup d'amphibiens qui vont aller pondre leurs œufs dans la mare où ils sont nés. Enfin, je sais pas si tu bosses un peu sur amphibiens, mais il y a beaucoup d'amphibiens en fait qui reconnaissent leur mare à l'odeur. Voilà, et c'est d'ailleurs le gros souci quand on a des mesures compensatoires sur de la destruction du coup de mares, c'est qu'on va détruire une mare qui est là depuis des centaines d'années. Voilà, on va recréer des nouvelles mares un peu partout, mais elles sentent pas la vieille mare quoi. Donc du coup, tous les amphibiens qui allaient nicher dans cette vieille mare, ben du coup, ils n'arriveront pas à trouver les autres endroits. Eux, ils volent pas pour aller trouver des endroits où il y a de la flotte quoi. Ah donc du coup, eux, ils vont aller partir là où il y a leur odeur, machin, tout ça, et donc ça change rien. Ils iront pas dans la nouvelle mare qu'on a construite. Voilà, donc alors ce qui se fait, c'est que tu fais tes mares compensatoires, tu vas choper les œufs du coup dans les mares quand il y a des œufs, les mettre dans tes mares compensatoires pour que les têtards se développent dans ces mares-là, machin, etc. Mais pour autant,
tu vas pas pouvoir gérer tout ce qui fait que cette mare-là fonctionnait bien. On a beau être Homo sapiens sapiens, en fait on n'y connaît rien quoi. Donc tu as beau essayer de refaire des nouvelles mares, il y a des trucs que tu maîtrises, mais 99% des trucs tu les maîtrises pas en fait. Voilà, donc tu as beau faire 10 mares, ça vaudra jamais du coup la mare que tu as détruite, qui a trouvé un équilibre après des milliers, des centaines, des milliers d'années quoi. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, on manque tellement de flotte. Je parle pas de flotte dans les coupelles de plantes, ou dans les gouttières, ou dans les trucs de récupération de pluie qui sont géniales pour les moustiques. Là, je parle de vrais coins de flotte que si vous pouvez en faire, il faut en faire quoi. Voilà, c'est vraiment hyper intéressant pour toutes sortes de bestioles. Autre type d'espace qui nous manque aussi en zone urbaine, périurbaine, c'est le bois mort. Alors, le bois mort, c'est génial, c'est un nichoir à limaces, c'est génial. Du coup, vous allez attirer plein de limaces. Vous allez attirer en même temps toutes les autres bestioles qui vont contrôler du coup ces limaces. Et pas que, vous allez aussi attirer toutes sortes de bestioles du coup qui vont aussi nicher dans le bois mort, qui sont intéressants. Alors dans les bestioles que vous avez trouvées dans le bois qui ont quasiment disparu, par exemple, vous avez ce qu'on appelait avant les jardinières, les carabes dorés, là, verts, qui sont des gros mangeurs de limaces, et qui eux du coup, leurs larves, vous avez trouvé du coup dans les tas de bois mort. Et toutes sortes d'autres bestioles, donc ça reste carnivore, elles vont manger du coup des choses qui vivent du coup dans le bois mort. Voilà. Et donc autant de choses en fait que vous allez re-attirer en mettant des tas de bois. Quand vous faites des tas de bois morts, évitez les tas de résineux. C'est bien de faire du tas de bois mort, mais du feuillu. Le but, c'est pas de blinder votre sol en acide, quoi. Le but, c'est d'avoir du joli bois qui se décompose, qui va attirer des bestioles. Après, du coup, par rapport au site, sur la question du bois, pour les deux sites, un des enjeux à la fois pour la métropole et pour la ville, effectivement, il y a aussi une question d'aménagement d'espace public, une question d'esthétique. Clairement, sur le site Gambetta et comme sur les pieds d'art, etc., je ne pense pas qu'on pourra mettre un tas de bois mort. Mais du coup, il y a la question... Alors, il y a des trucs super chouettes qui sont faits. Tu peux par exemple faire avec des bûches, tu prends toutes les bûches de la même taille et tu peux construire du coup un truc, tu vois, tu les empiles toutes les unes avec les autres et tu fais par exemple une porte, tu vois, un endroit où tu as une porte au milieu. Donc ça fait un côté esthétique parce que ça fait un truc artistique. Voilà, et en même temps ton bois il est là, donc ton bois il va se décomposer petit à petit. Et est-ce que dans les gros hôtels insectes, le modèle que tu nous as envoyé, où il y a un tas de bûches... En fait, ce qui est intéressant avec le bois, c'est quand il est au sol, pour toutes ces bestioles-là. Parce que du coup, il va se décomposer avec l'humidité, tu as des champignons qui vont venir dedans, des bactéries, et c'est ça qui va amener la décomposition. Dans les bois qui sont dans les hôtels à insectes, un truc comme ça, c'est un bois qui se décompose très peu en fait, parce qu'il n'est pas au contact du sol. Voilà, donc du coup, il se décompose peu. C'est intéressant aussi, mais du coup, pour d'autres bestioles, quand on fait des trous dedans pour qu'elles nichent dedans, voilà, mais pas pour ces bestioles-là qui ont besoin de bois en décomposition. Autre truc qui est intéressant pour la biodiversité, notamment pour pas mal d'auxiliaires, et beaucoup pour les reptiles, notamment les lézards et puis quelques serpents, mais bon, en ville, il n'y en a pas des tonnes, c'est tout ce qui est muré en pierre. Muré en pierre sèche, on est bien d'accord. Ceux qui sont bétonnés, maçonnés, où il n'y a pas un trou entre les morceaux de pierre, ça sert à rien. Voilà. Par contre, des trucs comme ça, non maçonnés, vous avez plein de cavités à l'intérieur, c'est des trucs qui vont accumuler du coup la chaleur du soleil pendant la journée au niveau des pierres, la rebalancer de partout autour, etc. Ça peut s'associer avec des plantes aromatiques, si on veut faire des petites structures avec des trucs au-dessus, etc. Mais on manque de ce type d'espace. C'est un espace tout à fait intéressant. Vous aurez toutes sortes de petits prédateurs sympas dedans, qui vont venir du coup au niveau des pierres. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi, on le disait, c'est d'offrir le gîte. On manque énormément d'espaces de gîte ou de nichoirs dans les espaces urbains. Alors généralement, c'est plus accepté en zone urbaine quand c'est des choses qui sont un minimum esthétique. Parce que pour les abeilles, vous ferez un tas de bûches que vous percez avec c'est nickel, ça va très bien. Voilà, sauf que c'est plus joli quand c'est dans des petits nichoirs, des petits machins, etc. Quand vous faites des refuges et des nichoirs, il y a deux objectifs. Soit vous avez un objectif pédagogique. D'accord ? L'idée, c'est de sensibiliser des gens. Dans ce cas-là, pourquoi pas mettre un hôtel à insectes ? Voilà, il y a des gens, ils le voient, ils peuvent être sensibilisés, machin, etc. Ça reste une structure pédagogique. D'accord ? Ça, pour les bestioles, c'est vraiment pas la panacée. Vous allez concentrer les bestioles dedans. Donc, du coup, il va y avoir tout ce qui s'ensuit. Les parasites, les prédateurs, les maladies, les machins, etc. D'accord ? Donc ça a un rôle pédagogique extrêmement important, et je pense que la pédagogie, elle est aussi importante que le fait de favoriser la biodiversité, parce que les deux vont de pair. Si on n'arrive pas sur les deux axes, on n'y arrivera pas. Si c'est pour faire des trucs pour la biodiversité, mais qu'il n'y a personne qui les accepte, ça sert à rien, quoi. Donc c'est intéressant. Par contre, si vous voulez plutôt faire des espaces qui sont favorables et propices à la diversité, il vaut mieux faire des petits aménagements que vous allez éparpiller un peu partout. Voilà, comme ça, encore une fois, vous favorisez la diversité, vous limitez la concentration, et donc il y a moins de soucis. C'est comme pour les céréales, quoi. Une grosse monoculture de céréales, non, ça marche pas, quoi. Voilà, là c'est pareil, une grosse monoculture d'abeilles,
ben, pour la diversité, ça ne marchera pas. Voilà. Par contre, ça a un côté pédagogique extrêmement important. Et je pense qu'il va falloir réfléchir sur les aménagements des sites. Où est-ce qu'on a un vrai enjeu pédagogique et où est-ce qu'on a des enjeux plutôt de biodiversité. Et les deux sont importants. Deuxième chose qui est très important, du coup, au niveau des espaces pour nicher, notamment pour les abeilles, hein, ça va être les espaces de sol. D'accord ? Alors c'est vrai que là, vous avez un exemple de 2 espaces. Hein, ça, c'est en Angleterre. Alors, vous imaginez que ce trottoir il est extrêmement utilisé, hein, à moins d'avoir une jambe qui a 40 cm de moins que l'autre, c'est pas ça. Voilà. Quoi ? Excusez-moi. Quoi qu'il en soit, vu que c'est un espace qui n'est pas utilisé, eh ben, autant faire un espace qui puisse servir du coup de nichoir à des bestioles, quoi. D'accord ? Quand vous l'avez vraiment minéralisé, ben, du coup vous n'avez rien dessus. Alors c'est pas vraiment vrai. Hein, peut-être que les lichénologues ils vont vous dire non mais ça c'est génial, il y a une grosse diversité de lichens, c'est génial, machin, etc. Hein, mais en tout cas pour nos abeilles, etc. Ben, ça sert à rien, quoi. Hein, c'est impénétrable. Hein, et puis après vous allez vous retrouver avec tous les problèmes en plus de zones imperméabilisées, donc ruissellement d'eau, donc blablabla, tous les problèmes qu'on peut avoir en ville dont on est tous très familiers, que dès qu'il flotte, il y a de la flotte partout, sauf là où il en faut. Hein, donc c'est beaucoup plus important d'avoir des beaucoup plus intéressants, à la fois pour des côtés, on va dire, mécaniques du sol, mais aussi pour une grosse partie de la diversité, d'avoir des espaces juste de terre, quoi, perméables. Ok, et pour les abeilles, ben, ces espaces de terre, ils sont importants, parce qu'il y a 80% des espèces d'abeilles, quasiment, entre 70 et 80, qui nichent dans le sol. Hein, donc c'est important du coup d'avoir ces espaces de sol. Mais ok ? si on a un espace de terre, il va tout de suite recouvert en végétation. Ben pas forcément. En fait, ça dépend un petit peu. Le top pour les abeilles, le top du top, c'est des talus. Oui, mais il y a Voilà. du verre qui va venir dessus. Il y a des Ben pas forcément, vous allez en avoir beaucoup. Au niveau au-dessus, ça va être plutôt sec, etc. Ça va pas forcément être tout le temps très végétalisé. Et en fonction des concentrations que vous allez avoir du coup sur votre sol, de sable, d'argile, etc. C'est pareil, vous allez plutôt favoriser un certain type de végétation. Alors, si c'est un sol qui est très sablonneux, par exemple, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de végétaux. Voilà. Et pour le coup, ça va être intéressant parce qu'il y a pas mal d'abeilles qui aiment bien les sols sablonneux. Alors, après, il y en a d'autres qui aiment bien les sols argileux. C'est toujours pareil. Il faut essayer de diversifier un maximum de choses. Mais c'est vrai que typiquement, l'idée de faire des buttes de terre avec du sable dedans, ça peut être hyper impactant au niveau des populations d'abeilles. Enfin, nous, c'est une expérimentation qu'on va lancer l'année prochaine là, avec l'asso. On va justement essayer de tester toutes sortes de formes de buttes avec différents mélanges à l'intérieur et différents types de gestion de la butte. Voilà, végétalisé, pas végétalisé, etc. Pour justement essayer d'étudier quels sont les bons types de buttes pour avoir un maximum du coup d'abeilles dessus. Hein, pour l'instant, il n'y a pas du tout d'études là-dessus. Hein, donc, c'est des choses qui sont un peu connues. Qui a à la fois un côté intéressant pédagogique et au niveau des espèces pour nicher, etc. C'est ce qu'on appelle les spirales à plantes aromatiques. C'est un truc qui a été inventé par les Anglais. Hein, alors eux, ils ont un climat tout pourri chez eux. Voilà, donc du coup, il y en a un qui s'est dit « Ah, moi j'ai un climat tout pourri, mais je veux des plantes aromatiques. » Voilà, et du coup, il a inventé ça. Hein, donc, en gros, il recrée un sol méditerranéen, hein, donc un sol à plantes aromatiques. On décaisse sur 10 cm, on met des galets ou du sable, un truc drainant. On construit un truc en forme de spirale en pierre. Hein, encore une fois, c'est des pierres qui ne sont pas trop maçonnées pour laisser la place à plein de bestioles pour venir dedans. On met de la terre. Et donc, ça a l'intérêt à la fois la forme de spirale et la couche drainante vont faire que l'eau est drainée très facilement. Voilà, et puis je vous ai dit que les murs en pierre, ça permet d'accumuler la chaleur. Hein, donc du coup, ça fait un sol qui est très sec et très chaud. Donc c'est le top pour les plantes aromatiques. Le sol, il va être bien sec, bien chaud, donc c'est le top pour les abeilles qui vont nicher dans le sol. Voilà, et puis en plus, pour toutes les bestioles rupestres qui nichent du coup entre les pierres, pareil, rebelote, vous avez du coup un nichoir qui est déjà intégré. Donc ça, c'est assez intéressant lorsqu'on veut concilier esthétique. Et d'ailleurs, on pourrait parler de la spirale à gerland, là. Vous voyez que les plantes aromatiques, elles sont dans leur milieu, quoi. Vous allez voir le romarin qu'il y a sur la spirale de gerland, on dirait un arbre, quoi. Le truc, il est énorme, quoi. Hein, elles sont vraiment du coup sur leur milieu. Et je crois que j'ai fini, il ne me reste plus qu'une petite diapo sur la gestion des espaces. Voilà. Donc ce qui va être important après l'aménagement, ça va être aussi être la gestion. Alors aussi bien dans vos jardins que dans ces espaces-là qu'on va aménager. Hein, c'est important de retarder si possible la première fauche, la première tonte. Hein, je vous l'ai dit, là où elles abeilles, là où elles... je commence à être fatigué. Là où elles galèrent les bestioles pour trouver à manger, ça va être notamment au début du printemps. Hein, il n'y a que ces petites fleurs spontanées, les pâquerettes, les pissenlits, les lamiers, les machins qui vont pousser, qui seront du coup la manne alimentaire pour toutes ces bestioles-là qui arrivent au début du printemps. Hein, notamment pour les auxiliaires, qui vont après contrôler un petit peu nos populations de ravageurs. Hein, donc si possible, retardez cette première fauche, aussi bien chez vous dans ces espaces-là. Hein, ça a un impact qui est vraiment important. Au plus tard le mieux. Moi dans mon jardin j'ai un espace que je fauche pas, donc moi je le laisse carrément, j'ai la moitié pour les bestioles et la moitié pour mes enfants. Voilà, donc après voilà, dans l'espace pour les bestioles,
je vais quand même du coup avec le rotophile pour faire un chemin au milieu. Voilà, et c'est le labyrinthe des gosses, quoi. Alors, du coup, ils s'éclatent. Hein, en plus, ils sont encore petits, les miens, ils ont 3 et 5 ans. Donc, du coup, l'herbe, ça fait la savane, quoi. Voilà, et du coup, ils s'éclatent dedans. C'est le labyrinthe, le parcours, le machin. Et du coup, c'est génial. Ouais, et chaque année, du coup, j'inverse les deux. Hop, c'est une moitié pour le. Ça empêche, du coup, que ça s'embrousse, que ça signifie. Pour la métro et pour la ville qui nous demandent, du coup, avec qui on est en lien et qui nous demandent pour la gestion, la ville, je leur ai dit, vous tournez rien du tout sur le site d'Ambetta. Et la métro, du coup, pareil, sur les pieds d'arbre, plus d'intervention jusqu'au prochain. Le problème, si on fauche pas et on tombe pas du tout, le problème, c'est que dans nos climats continentaux, un milieu, ça devient une forêt. Voilà. Donc, ce sera pas vraiment le cas, je pense, dans les zones urbaines, à moins d'avoir des forêts délantes, ce qui est bien possible, malheureusement. Voilà, mais au-delà de ça, les sols, ils sont pas forcément assez riches pour réussir à avoir du coup du ligneux qui s'installe. Ouais. Par contre, ce que tu veux voir arriver assez vite dans des espaces comme ça va être de la ronce, des trucs comme ça. C'est vrai que si tu fauches jamais et que tu tombes jamais, au bout d'un moment, ça va. En fait, les étapes, c'est ça. Hop, pelouse, roncier, forêt. Voilà, ça passe par là naturellement. Hein. Tu regardes le milieu qui a justement derrière la rue là où il y a les pieds d'arbres. Quand on regarde derrière le muret là dans l'espace qui est abandonné, là on est purement entre la refermeture et le roncier, quoi. Voilà, t'as plein d'arbres qui ont poussé et il y a des ronces de partout, quoi. Voilà. Donc si on fait rien, au bout d'un moment on a de la ronce, quoi. Donc il faut quand même gérer. Voilà. Il faut du coup quand même gérer. Voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin de le gérer de manière aussi intensive, quoi. Voilà. Je dirais une fauche, si on veut un espace qui est peu fauché, une fauche tous les 3 ans ça suffit, quoi. Voilà, pour contrôler l'espace, t'as guère besoin de plus, quoi. Ok. Ensuite, quand on va faucher, si on fauche, parce que nous on va pas tondre, on va faucher, essayez de faire une fauche haute, une tonte haute. Ça a plusieurs intérêts. Déjà, ça va conserver toutes les petites fleurs. Ah non, du coup, alors ça c'est pareil. Hein, ça, les gens, ils ont envie d'avoir. Alors pas nous, si on vous serait pas là, mais les gens de base, le grand public moyen, ils veulent un green de golf. C'est quoi la nuance que tu mets? C'est juste l'outil ou c'est plus que ça? En fait, c'est toi qui règles la hauteur sur ton outil généralement. Ouais, non, mais c'est entre la faux et la tondeuse ou C'est l'outil, ouais. c'est l'outil? Ah ouais. La tondeuse, c'est beaucoup plus traumatisant. Tu broies, quoi. Tu broies tout le truc que tu passes, quoi. Alors que quand tu fauches, c'est un peu moins important. T'as quelques bestioles qui arrivent à. Voilà. Donc c'est mieux. Voilà. Bah, tu fais avec le rotophile. Rotophile, ça fauche, quoi. En fait, tu coupes sur une hauteur. Tu ramasses pas tout, que tu vas tout fracasser, en fait. Donc c'est mieux. Il ne faut pas confondre fauche et broyage. Parce que si on laisse l'herbe sur place en broyage, ça va enrichir le sol, trop l'enrichir. Complètement. Coup, mais c'est vrai même pour la tonte. Hein. Même la tonte, il faut extraire les résidus de tonte. L'année d'après, vous n'aurez pas une variété intéressante de florifères. L'intérêt aussi quand vous allez faucher et tondre haut, c'est que vous aurez moins besoin de faucher et de tondre. Hein, parce que plus vous allez tondre ou faucher, plus vous stimulez les racines et plus ça pousse vite. Voilà. Donc du coup, si vous faites une tonte ou une fauche haute, vous faites moins de passages que si vous faites une tonte ou une fauche. Voilà. Quand vous allez faucher ou tondre, ne commencez pas par les bords pour finir au centre. Ça, c'est une catastrophe. Hein, toutes les bestioles vont se réfugier, là il reste encore de l'herbe. Puis là, vous passez le dernier coup de tondeuse dans la touffe d'herbe qui reste et c'est Beyrouth, quoi. Un massacre. Voilà, vous avez fracassé des millions de bestioles. Hein, donc commencez par un côté et finissez par l'autre. Et si possible, là où vous finissez, vous faites pas, vous laissez pousser. Voilà, et puis l'année d'après, vous commencerez par l'autre côté, et puis vous finirez de l'autre côté, et puis vous laisserez du coup une touffe de l'autre côté. Et ça permet du coup aux bestioles. Dans l'idéal, c'est bien de laisser du coup un endroit de la végétation sur toute la périphérie. Voilà, et si possible, d'avoir un espace qui connecte du coup les deux périphéries. Voilà. Mais déjà, si vous avez toute la périphérie, les bestioles elles peuvent déjà passer d'un endroit à l'autre, et puis après, éventuellement se connecter sur d'autres espaces. Ok. Favoriser évidemment l'indigène, diversifier, ça on en a parlé. Voilà, et puis après les bandes enherbées, ça peut être sympa. Voilà, alors ça c'est plus quand vous êtes dans des espaces, notamment des potagers, des trucs comme ça, de ne pas faire tout en potager, mais de laisser un espace que vous laissez enherber avec des plantes indigènes, etc. Ça sera ça, hein, votre nichoir, votre mangeoire et nichoir auxiliaire. Hein. Donc c'est important, ça a autant d'importance que de faire votre rangée de tomates, quoi. Voilà. Complètement. Ouais. Vous avez tout compris.